Jean-Marie Galino, résident à Crau, le 2 octobre 2025. Merci de me recevoir à Crau. On en a déjà eu l'occasion de se rencontrer au bord de la rivière, où tu m'avais dit à ce moment-là que tu étais plus un montagnard qu'un enfant de l'eau. On reparlera bien sûr de cette association des râteliers de la Durance, mais la tradition veut que dans nos portraits montagnards, on commence par une question inattendue, c'est-à-dire qu'elle a été posée par la précédente personne avec qui j'ai pu converser, qui a posé une question sans savoir à qui elle s'adressait. Donc c'est pour ça qu'elle est un peu inattendue, mais on va voir que sur le fond, vous êtes certainement en phase. Je te laisse cliquer. Est-ce que pour vous, la découverte, que ce soit une découverte contemplative ou de pratique de l'environnement naturel sauvage de montagne, vous a aidé dans votre vie et de quelle façon? Alors ça pourrait être un sujet de dissertation, Oui, mais c'est... voilà. Mais une chose me paraît évidente en réponse à cette question, qui est complète et complexe. Je suis né dans le Champsaur, enfin à Gap, mais puisque c'était là où il y avait les naissances. Mais en tant que petit Champsaurin, j'ai été tout de suite au milieu de la nature, avec la chance énorme d'avoir des grands-parents qui habitaient un petit village, la Motte en Champsaur, chez qui j'allais très souvent, qui étaient à la fois agriculteurs, scieurs et un petit peu meuniers. Et avec mon grand-père et ma grand-mère, j'étais très souvent dans la nature pour aller découvrir des choses, chercher l'automne du bois pour faire les balais et plein de choses. Et j'ai découvert progressivement la vie dans la nature Et dans la montagne et en dans la particulier. montagne en même temps, puisqu'on était au pied des montagnes. Et petit à petit, ben, j'ai voulu découvrir un peu plus la montagne en commençant tout doucement à aller faire des petites randonnées, dont Moutet dans le Champsaur, qui était une petite balade qui pour nous était extraordinaire parce qu'il y avait une petite vire sur laquelle il fallait passer. Donc ça a été une C'était découverte de du la vide. montagne. Voilà, c'était la montagne. Puis ça a été Chaillol-le-Vieux. Et puis tout doucement, eh ben, j'ai eu la chance d'avoir des amis qui m'emmènent avec le CAF de Gap, aller faire ben, petit à petit des sommets, de l'escalade, puis une approche dans le domaine glaciaire. Et ça a été en même temps une découverte physique, une découverte du paysage, et puis un amour pour cette nature, parce que je pense qu'on est un peu particulier quand on est là-haut, on n'est plus tout à fait les mêmes. Et quand on rentre, on n'est Mais pas comme quand, on est parti. non, on n'est plus jamais comme on est parti, parce qu'il y a des souvenirs qui sont gravés à vie dans cette montagne, qui sont pas toujours bien parce qu'on a des moments très pénibles avec des décès de copains, mais la montagne c'est quand même une passion, on n'arrive pas à s'en passer. Alors, cette passion, elle te conduit du Champsaur jusqu'à Crau, mais pas directement. Non, la passion de la montagne, ben j'ai choisi un moment entre le métier d'enseignant et la montagne. Il a fallu faire un choix. Bon, ça a été fait. Et bon, peut-être un peu la sécurité, puis poussé un peu par aussi des amis montagnards qui m'ont dit fais de la montagne pour le plaisir et va travailler dans quelque chose d'un peu plus sûr. Oui, c'est Voilà, sûr. sûr, oui, non mais difficile mais plus sûr. Ouais. Voilà, donc ça a été ça, et puis ben, je suis parti, mon premier poste en Alsace, donc j'étais loin de la montagne, mais j'ai découvert Oui, il y une avait autre une autre montagne. montagne Il y quand avait même. une autre montagne, il y avait les Vosges, donc on avait des forêts splendides qu'on ne connaissait pas dans les Hautes-Alpes. Et puis après, j'ai eu la chance de pouvoir revenir sur Embrun, donc de ressortir un peu plus souvent le matériel de montagne et d'aller bon, faire des belles courses. Et prof de quoi alors? Alors j'étais prof de maths, physique, chimie, mécanique, et puis j'ai versé, grâce aux collègues et puis avec les classes que j'ai eues sur Embrun, qui n'étaient pas tout à fait celles que j'avais en Alsace, j'ai touché de très près tout ce qui était charpente, menuiserie, d'un peu plus proche.
Et finalement, mon choix était de garder ces classes-là toute ma carrière sur Embrun pendant 28 ans. 28 ans, oui, un temps d'approfondir. D'approfondir et de profiter de la chance d'avoir des professionnels extraordinaires qui m'ont guidé, avec qui j'ai travaillé, chacun amenant sa part des choses. Et on a fait des très très belles réalisations pour les élèves et par les élèves. Mais dans les Vosges, j'allais dire, en Alsace, mais on est quasiment dans les Vosges, la forêt, ça représentait quoi pour toi? Ben, c'était déjà retrouver la nature, parce que quand on arrive dans un pays, dans une région qu'on ne connaît pas, avec quand même quelques difficultés linguistiques au départ, puisqu'il y avait le dialecte, mais je me retrouvais tous les soirs après le travail, on allait chercher des cèpes, donc c'était quelque chose d'extraordinaire, et en cherchant des cèpes, j'ai découvert quand même bien leur forêt, qui était très variée et des paysages extraordinaires. Et cette forêt qui était aussi exploitée, peut-être plus que la forêt dans les Hautes-Alpes à l'époque, l'exploitation forestière, ça t'a fait quoi? Ça t'a tenté? T'avais envie De découvrir leur technique de travail et découvrir du matériel qu'on ne connaissait pas encore dans les Hautes-Alpes, des tracteurs forestiers avec les télécommandes, des choses comme ça. On était toujours surpris. Et puis j'ai découvert dans la forêt les cerfs. Il y avait beaucoup de cerfs, beaucoup de sangliers. On avait très peu dans les Hautes-Alpes, et même pas du tout. Ouais. Donc on a découvert d'autres approches de la forêt, puis avec des gens, des villages perdus qui étaient des villages que de bûcherons, où les gens ne faisaient que les bûcherons. Vers Dabo, c'était très spécial. Dabo, la Hoube. Ouais, voilà. Et ça t'a pas tenté de dire, ben, prof c'est bien, mais forestier c'est pas mal non plus? Mais j'ai eu beaucoup Pareil, de tu l'as contacts. gardé en loisir alors? Oui, j'ai gardé en loisir, et j'ai eu la chance aussi de rencontrer là-haut des gardes forestiers et d'aller très souvent avec eux en forêt. Donc ils m'ont fait découvrir une autre façon d'exploiter la forêt, puisque là-haut, la forêt était exploitée en régie. Donc c'était l'ONF qui faisait couper le bois, qui le triait, qui le vendait. Chose qu'on découvre maintenant un peu ici. Qu'on fait aussi, Qu'on fait de aussi plus ici en maintenant, plus, ouais. mais qu'on faisait pas. Enfin, moi, je me rappelle pas, quand mon oncle allait acheter du bois, il achetait une coupe, il exploitait, mais il n'y avait pas toutes ces interventions, voilà, producteur au consommateur directement. Et donc, c'est une opportunité de revenir dans les Hautes-Alpes, ou c'était voulu, attendu avec C'était impatience? attendu avec impatience. Même si c'était bien là-haut? Oui, non, mais ma montagne me manquait. Et puis il y a une chose, le soleil aussi. Oui, oui, c'est vrai que C'était pour nous, quand même, aux Alpins, c'est difficile de vivre toujours dans le brouillard, quoi. le brouillard, et puis bon, c'est vrai que c'est très vert, donc bien arrosé, quoi. Oui, oui. Mais bon, la nature était splendide, mais bon, je préférais quand même la nôtre. Alors, à Embrun, donc le lycée professionnel, des élèves que tu peux suivre pendant un certain temps, puisque le lycée va jusqu'à l'obtention donc de leur diplôme de sortie. Comment est-ce que tu concevais ce métier là-bas au lycée? Alors le métier, prof de maths dans un lycée professionnel, c'est quelque chose de délicat. Parce qu'il ne faut pas parler de mathématiques. Donc il fallait quand même en faire, il fallait faire le programme, mais il fallait tortiller le programme à l'intérieur de tout ce qui pouvait être professionnel. Donc quand je faisais de la trigonométrie, on donnait les bases de la trigonométrie, puis après on prenait des pièces de charpente et on faisait des calculs. Donc ça s'appelait du calcul professionnel. C'était plus des mathématiques, et ça intéressait tous les élèves. Mais bon, l'intérêt des maths, c'est quand même c'était quand même s'en servir, voilà, c'est tout. C'est pas pour faire des équations, voilà. pour le mais c'était plaisir, pas très académique. Ah ouais. Mais c'était. Et justement, l'académie laissait faire, elle soutenait, comment ça? Mais j'avais un inspecteur qui était quelqu'un de très bien, qui m'a dit: ce que vous faites, il faut pas le dire, mais continuez. Bon, quitus. Voilà. Mais bon, tacite. Ouais. Mais c'était, enfin, moi j'ai apprécié cette façon de voir les choses. Et bon, on avait quand même une grande liberté à partir du moment où on travaillait vraiment en équipe avec tous les professionnels. Prof de dessin, prof de technologie, et ainsi de suite, quoi. Et prof intervenant extérieur aussi qui... On avait un peu d'intervenants extérieurs, mais il n'y en avait pas des masses encore. Parce que bon, maintenant... Par contre, on faisait des chantiers à l'extérieur. Ah ouais.
Voilà. Donc on n'avait pas, les élèves n'avaient pas encore de stage en entreprise à l'époque. Donc c'était vous Ça a l'entreprise, quoi. débuté plus tard. Ouais. Et ces chantiers en extérieur, c'était quoi exactement? Ben, on a fait des réalisations de cabanes. On avait fait, la première réalisation que j'ai fait avec des 4e, 3e techno et le prof de charpente, c'est surtout lui. On avait fait refait la chapelle de Morgon qui avait disparu, et qui maintenant est installée à vie. Après, on a fait la cabane des Espagnols à Crévoux. On a fait une cabane qui ressemble un peu à une pagode, un abri au Lozereau. Et on avait fait quelque chose où on avait travaillé pour les Monuments de France, enfin sous leur contrôle, quand on a refait toute l'ossature charpente à la tour à houx de Saint-Vincent-les-Forts. Et travailler sous leur contrôle, c'est quand même quelque chose Oui, d'exigeant, hein? c'est très exigeant parce qu'on avait commencé des pièces avec leur accord et l'architecte en chef des Bâtiments de France est venu un jour, elle nous a dit non, non, vous laissez tout, vous recommencez. J'ai trouvé une partie de l'ossature, de l'appui, et vous me refaites tout ça. Mais ça a été très intéressant parce que ça nous a fait faire des choses, on a découvert des choses qui étaient extraordinaires. Et les élèves, le fait de travailler en extérieur comme ça faisait quoi dans leurs sentiments par rapport à ce qu'ils faisaient au lycée? Ben, c'était quelque chose ils pouvaient montrer, ils pouvaient emmener la famille, emmener les copains, voir ce qu'ils avaient fait. Et c'était connu, ils passaient dans le journal là, en ayant fait des choses. Ça leur redonnait une image de marque, et puis ça donnait une image de marque pour des élèves d'un lycée professionnel. Ouais, parce que quand on dit lycée professionnel, certainement moins aujourd'hui, mais il y a quelques années, il y avait un petit côté péjoratif quand même. Oui, puisqu'on disait que c'était des gamins qui étaient bons à rien. Ouais, voilà. Ils pouvaient pas Alors, faire autre chose, donc ils allaient là. voilà, on les mettait là. Ouais. Alors que c'est des gamins qui avaient des mains en or et qui, quand ils travaillaient, ils ont pu faire des merveilles. Ouais. À condition que leurs enseignants jouent le jeu, quoi. Oui, Et prennent les jeunes comme ils étaient et mais il fallait, de toute façon, fassent progresser. on a quand même des élèves qu'on a pris en CAP et qui ont terminé major de promotion au lycée national du Bois, Mouchard. Donc c'est que le travail était bien fait. Donc c'est qu'il y avait quand même des élèves qui, je parle pas des profs, mais je dis surtout des élèves qui avaient des capacités. Ouais. Et qu'on avait nié au départ. Ouais, qu'on avait mal jugé au départ. Et tu as le sentiment qu'aujourd'hui, l'image des lycées professionnels change, de l'enseignement Je professionnel? pense quand même, mais parce que nos gamins, enfin les gamins, maintenant c'est plus les miens, mais les élèves maintenant, même au lycée professionnel, vont jusqu'à un BTS. Ouais, Donc c'est un brevet universitaire. voilà, c'est déjà, et ça leur ouvre après l'IUT et tout le reste. Donc je trouve que Ouais, c'est une reconnaissance. c'est une reconnaissance. Ouais. Pour certains, et il y a quand même des élèves qui avancent jusque-là. Malgré tout, quand on discute avec des employeurs, des gens du BTP, ils regrettent tous de ne pas avoir suffisamment de candidats, de futurs salariés dans leurs entreprises. Est-ce qu'il n'y a pas assez de capacité dans les lycées professionnels ou est-ce qu'il y a une image de marque qui reste difficile dans ces métiers-là? Je sais pas, mais je pense qu'il y a, après, est-ce qu'il n'y a pas un décalage entre les besoins et les formations, des fois, je sais pas. Ouais. Moi, je suis un peu coupé maintenant. Oui. Mais bon, on peut parler de Oui, je ce qui se pense passait à que l'époque. oui, oui. Nous, c'était peut-être plus adapté parce que maintenant, il faut voir que un élève qui va jusqu'à un BTS, il aura à la fois, je pense, enfin, quand il aura travaillé quelques années dans son métier, je pense qu'il aura appris un acquis professionnel, enfin, plus technique, mais il aura quand même des bases qui lui permettront après de s'intégrer, puis d'aller beaucoup plus loin et de progresser. Plus, chose qui était difficile pour les générations d'avant, parce que s'adapter à toutes les nouvelles technologies, à l'informatique et à tout ça, c'est délicat pour des gamins qui n'avaient pas toujours une formation de base. Ils y arrivaient quand même. Hein. Qui faisaient des maths sans le dire, mais Voilà. qui n'avaient pas d'informatique. Il n'y avait pas d'informatique, on n'avait pas. Ça existait pas. On avait commencé tout doucement, mais avec, en ayant fait des travaux pour l'extérieur, en ayant fait des choses un peu spéciales, et puis l'aide de certains anciens élèves qui avaient des boîtes, ça a permis
d'avoir, nous, quand on a fait la cabane du Lozereau, enfin l'abri du Lozereau, c'est un élève, des anciens élèves des Ors, qui avaient un logiciel de dessin de charpente, qui ont finalisé le projet. Ouais. Ouais, donc il Donc y a tout après, un réseau là. ça a fait un réseau, et suite à ça, ben, les formations je crois que c'était Cardor, ou je sais plus, elles se faisaient au lycée professionnel. Et les élèves du lycée professionnel avaient une disquette dans laquelle il y avait le logiciel, qui leur avait été fourni par la maison. Donc c'était une image de marque qui était pas négligeable. Alors pendant toute cette période-là, donc prof à Embrun, est-ce que ce métier te suffit ou est-ce que tu as envie de faire aussi autre chose en dehors? Ben, je crois que je suis un peu malade, donc ben, je me suis occupé pendant des années du foyer de ski de fond, en tant que bénévole. Mm. Il a fallu prendre la présidence, donc je l'avais prise. Mais ça me peuplait mes nuits et mes soirées, quoi. Ouais. Et mes week-ends. Bon, je me suis occupé de ça. Après, bon, qu'est-ce qu'on a fait? On avait fait une animation, notamment quand le foyer a été repris par des gens pour qu'ils arrivent à travailler l'été. On faisait une fête du pain. Après, on faisait des choses comme ça. Ouais, un petit peu de la montagne, le patrimoine et puis Voilà. le côté sportif Oui, que tu as ben, conservé que toujours. j'ai conservé, oui. De moins en moins. Enfin, j'essaie de faire, mais beaucoup moins que ce que je faisais avant. La haute montagne, c'est un peu rayé pour moi maintenant. Mais j'y vais, je m'approche le plus vite possible. Le plus près possible. Bon, il y a encore le téléphérique pour monter à la Ouais, grappe. mais, Non, oui, c'est non, pas. non, c'est pas. Alors, on revient un peu sur des activités plus récentes. Donc, tu te qualifies de montagnard et tu pratiques l'eau vive d'une certaine façon. Oui, Parce que l'eau vive, il y a le kayak, le canoë, le raft, et puis il y a les radeaux. oui, ben j'ai commencé les radeaux pour aider à mettre à l'eau. Voilà, par connaissance d'un copain de Denis qui m'a dit bon ben on va aller voir ça. Donc on a découvert. J'avais vu au lycée professionnel un tas de bois en 92 ou 93, oui 93. Je savais pas ce que c'était, je connaissais pas du tout l'existence des radeaux. Pour moi, j'avais fait à peine attention. Puis en 94, quand ils ont construit, qu'ils ont mis à l'eau, bon là, on y était pour voir. Puis on leur a aidé à mettre à l'eau. Et puis progressivement, Ah, bon, il y a un déclic là. ouais, mais plus par curiosité, puis pour le travail du bois, voir comment ça se faisait, comment ça Oui, il y avait s'assemblait, le lien voilà. avec le bois, quoi. Voilà, C'était plus avec le bois qu'avec la rivière. qu'avec la rivière, oui, mais je m'arrêtais au bord de l'eau. J'ai mis du temps avant de monter sur les radeaux. Alors après, j'ai commencé à accompagner les radeaux à la descente en raft, donc j'ai découvert l'eau, Ouais. mais C'était plus au sec. Voilà. Mais oui, voilà, mais c'était pas une passion. Pas une passion, non. Non, mais bon, comme il fallait du monde, les râteliers ont tourné un peu, puis on a trouvé du monde pour accompagner, et puis petit à petit, ben voilà, j'ai mis un peu plus les mains dedans, et puis bon, un jour ils m'ont dit, c'est pas le tout de les monter, il faudrait monter dessus. Donc, ben voilà, Voilà. tout doucement, c'est parti. C'est parti. Et puis petit à Puis petit. là, après, ça a été une passion. Ah oui, oui, Voilà, c'est. parce que, bon, je sais pas, là c'est pareil, c'est un peu comme la montagne. On peut pas dire pourquoi on y va, et le plaisir qu'on a, c'est difficile à expliquer. Oui, C'est quelque chose c'est aussi un monde à part. Quand on est sur la rivière, sur un radeau, il n'y a pas de bruit, il y a juste suivre la rivière. Ouais, et puis. Et puis C'est physique, hein, quand même, assez l'intensité, la concentration pour bien suivre les directives de celui qui mène les radeaux, de notre guide, donc c'est quelque chose de... Avec plein d'aventures. Oui, C'est imprévu. quand on part, on ne sait jamais Si on arrive. comment et si on arrive. Et si on arrive. Et bon, je pense que c'est ce que je dis des fois quand on fait une conférence, que il n'y a que là qu'on peut s'apercevoir ce que représentait le métier de radelier qui a été exercé par les générations qui l'ont pratiqué professionnellement, parce que eux, ils étaient dans d'autres conditions que nous, aucune sécurité. Oui, il n'y avait pas trop de normes à l'époque. Non, il n'y avait pas de normes, ils n'arrivaient pas à voir avant comment était la rivière, parce qu'une fois qu'ils étaient partis, il fallait qu'ils arrivent. Ouais, donc oui, c'était très difficile. Mais aujourd'hui, ces reconstitutions, tu parles de passion, mais en gros, ça se passe une seule fois par an.
Oui, C'est pas comme certaines pratiques où on va y aller toutes les semaines. Là, c'est une fois par an. oui. Et c'est aussi une des choses qui fait la difficulté pour arriver à former des équipages efficaces. Oui, il n'y a pas Parce qu'il d'entraînement là. n'y a pas d'entraînement. Donc on a toujours en projet de créer un radeau école, mais bon, après il y a des problèmes de financement. De On va peut-être. financement et puis peut-être de législation, de Mais réglementation. je pense que ça rentre dans un peu comme les rafts américains. Ça serait un modèle à boudin. Ah Avec oui, une ossature, ça ressemblerait un peu aux gros rafts qu'ils ont sur le Colorado. Voilà. ah oui, ça serait pas en bois, quoi. Non, non, ça serait pas en bois. Parce que là, un radeau en bois, Ouais, et puis il faut le on peut pas ramener. le descendre et le ramener. Voilà, Ouais. on n'a pas la solution. Et donc ça, c'est un projet qui C'est un avance, tout doucement, oui, mais ça avance. et ça veut dire partenariat avec Ben, les avec les écoles, guides, les guides de les rivière. guides de rivière. Donc, c'est une chose qui se fera, bon, rien que pour les randonneurs. Ça sera pas, c'est pas Ah, ils n'en font pas commercial. un produit Non, non, commercial. on n'en fera pas un produit commercial. Même ça ne tenterait pas de... Et, ben, si c'est l'association qui fait construire ce radeau école, ce radeau école ne sera pas pour faire du commercial. Ouais. Voilà, puisqu'on aura quand même on va le faire avec des subventions si on le fait. Donc il faut rester honnête. Ouais. Mais par contre, ça permettrait de former les radeliers de la Durance et ça pourrait peut-être aider des radeliers d'autres associations qui voudraient, à l'international, qui voudraient venir faire un stage. Ouais. Et bon, c'est à voir avec des professionnels qui, eux, prendraient en charge dans le cadre comme s'ils faisaient une descente professionnelle en raft. Voilà. Ouais, oui, au niveau sécurité, Au niveau sécurité, niveau assurance et tout. donc ça, c'est un des Un des projets. projets. D'autres projets, bien sûr. Oui, bon, on a un gros projet, c'est rejoindre, enfin, pour l'UNESCO, la reconnaissance des rivières de France comme étant flottables. Donc ça, c'est un gros projet. On l'a laissé passer, il y a une douzaine de pays qui ont travaillé Qui ont ensemble, déjà, qui oui. ont déjà la reconnaissance pour leur pays et au niveau international par l'UNESCO. Et nous, on a commencé la démarche de la reconnaissance au Pour les patrimoine rejoindre. français du flottage. Et qu'est-ce que ça apporterait, justement? Mais c'est la première étape qui est indispensable pour pouvoir accéder à la reconnaissance par l'UNESCO. Parce qu'après, c'est l'État français, Qui c'est au doit- nom de l'État français qu'il y aura une demande pour toutes les rivières de France. Et donc, ce serait nouvelle inscription à l'UNESCO. Et qu'est-ce que Un rajout, un ça rajout? serait un rajout à la Et, liste. et les radeliers d'endurance, ils en attendent quoi de cette inscription à l'UNESCO? Une reconnaissance de leur travail, des aides pour la suite? Peut-être, mais enfin, moi, ce que je pense qui est le plus important encore, c'est que marquer dans le marbre que la Durance et les autres rivières de France ont eu du flottage. Ça évitera peut-être la disparition de ce patrimoine. Parce qu'un patrimoine qui n'est pas très connu, bon, Non. même s'il y a beaucoup de monde le long de la rivière à Oui. chaque Oui, reconstitution, mais par rapport à la population française, c'est pas énorme. c'est pas grand. Mais toi-même, à l'origine, tu n'en avais jamais entendu parler non plus. Non, 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 j'ignorais absolument. Et je pense que on a encore des gens actuellement, même une fois avec nos descentes 2 jours par an, qui ignorent qu'il y a du flottage sur la Durance. Ouais. Moi, j'ai croisé à l'exposition à Mont-Dauphin, là, où on a fait en partenariat avec l'Arbre à l'Ouvrage, des gens qui m'ont dit, mais si vous aviez annoncé qu'il y avait une descente, on serait allé voir ce que c'est, parce qu'on ignorait que ça existait. Alors que bon, c'était quand même un peu Il me semble annoncé. quand même qu'on avait fait un peu de publicité. On a eu beaucoup de chance. Et donc, justement, cette collaboration avec l'Arbre à l'Ouvrage, bon, c'est naturel. Parce que vous avez un point commun, le bois, les outils qu'il travaille. Oui, oui. Ben, de toute façon, personnellement, moi, je fais partie de l'association de l'Arbre à l'Ouvrage, à moins qu'elle existe. On se rencontrait depuis des années pour voir ce qu'on pouvait faire. Et bon, il y a eu un moment où, grâce à par rapport à l'achat de la collection Curino par la Comcom des écrins, donc après, il y a une association qui est venue pour essayer de faire vivre. Ouais, Oui. c'est trésor, quoi. Voilà, des choses extraordinaires. Et bon, je pense que aussi bien les radeliers
que les mines de Fournel, ça fait un peu partie d'un ensemble. Ouais, complètement, ouais, Donc, ça serait bien si on arrivait après à mettre tout ensemble, quoi. Alors, depuis tout à l'heure, on parle des râteliers de la Durance, on n'a toujours pas dit que tu en étais le président. Oui, mais c'est quelque chose qui est arrivé comme ça. Voilà. C'est-à-dire, On avait, bon, Denis Forestier qui était le président fondateur, et puis un jour ou l'autre, il a dit, ben, maintenant ça va, je ne veux plus, je peux plus, voilà. Donc, ben, on a eu Henri Gelas qui a été président, qui a pris la suite. Et puis après, les jeunes ont essayé de le gérer, mais pour eux, c'était difficile. Donc, on s'était trouvé un moment où il n'y avait plus personne. Donc, j'ai dit, ben, pour 6 mois, je prends l'intérim. ça fait combien de temps? Et ben, j'en ai repris pour 3 ans. Mais je leur ai dit cette fois, non, j'arriverai à un âge où il faut absolument que vous trouviez quelqu'un d'autre. Puis il y avait le projet de reconnaissance par la France, Ouais, donc ça, tu tenais. ça m'a poussé à ne pas lâcher. Parce qu'à l'époque, Denis Forestier, quand il a créé cette association, il y avait de très grands projets qui n'ont pas forcément pu se réaliser. Il parlait d'un musée Oui, du flottage. oui, qui devait se faire à Clos-Perronier, puis à un endroit, puis l'autre. Il faut des moyens, quoi. Voilà, il faut des moyens. Et je voudrais pas polémiquer là-dessus. Moi, je suis quelqu'un qui travaille en petit, qui essaie d'unir. Et je trouve que si on a l'occasion déjà d'avoir en commun sur Fressinière un musée où les râteliers aient leur place, Ouais. ça sera déjà énorme. Après, s'il arrive des montagnes d'argent, mais je pense que économiquement, C'est actuellement, pas dans l'air du on temps. n'est pas dans l'air du temps. Donc, petit, si ça se fait déjà, je trouve que il y aura un point d'ancrage et ça sera bien. Puis, vu les collections qu'il y a à côté, je pense que... On imagine bien une petite radelle Oui, devant le musée, là, ça peut... ben, on aura peut-être une scie. Mais la petite radelle qu'on a déjà préparée qui est à l'expo de Mont-Dauphin, elle est prévue pour la Fressinière. Et puis après, on aura du matériel à exposer, des documents. Oui, Voilà. parce que bon, il y a même un livre Oui, récemment qui a oui, oui. été publié. Il y a de la matière parce que on ne connaissait pas l'histoire et au fur et à mesure qu'on la connaît, on découvre d'autres choses, on découvre d'autres, je dis pas des témoins d'époque, mais des descendants de témoins. Mais on a une chance énorme, c'est qu'on avait Jean Ceinturier qui est arrière-petit-fils, et oui, et arrière-arrière-petit-fils, 2 générations avant qui ont été râteliers. Et il avait tous les documents sur l'histoire de sa famille. Et il vient de nous sortir son livre, Les derniers râteliers de la Durance, Dont on a parlé dans dont Alpes et on Midi, parlait avec dans Alpes plaisir. Midi, voilà. Et c'est extraordinaire parce que c'est pas du on-dit, c'est du vécu. Ah, il y a des chiffres, hein, il y a tout. Il y a des chiffres, il y a les carnets des arrière-grands-pères et grands-pères. Oui, je crois que c'est ça, ou 2 générations. Et avec les cubages de bois, qui les fournissait, la bille près qui venait de telle personne d'Écraux, Ah oui, d'ailleurs, tout était avec écrit, le hein. cubage, où il a été livré, donc les prix aussi, un peu, on a des prix, on a les noms des voituriers qui tiraient le bois quand c'était pas sur la commune d'Écraux, enfin, c'est assez intéressant. Et quand on voit le prix, on se disait qu'il travaillait pour Pour pas pas cher. grand-chose, pour pas cher. Mais de toute façon, je pense que où qu'on soit en France, les râteliers, les vraiment râteliers, c'était des gens misérables. Quand on voit sur Aon-l'Étape dans les Vosges, les patrons râteliers habitaient d'un côté de la rivière et les râteliers habitaient de l'autre côté. Pas forcément le meilleur côté. Non, non, pas le meilleur côté. Et ils vivaient avec une chèvre, 2 vaches et puis un bout de jardin, hein, en plus de leur métier de râtelier, où ils travaillaient quand Quand il y les avait du boulot, conditions, quand les conditions étaient bonnes. il fallait qu'il y ait à la fois les bonnes conditions, les clients, les Voilà. fournisseurs, donc c'était quand même pas mal de contraintes. On voit que les grands-parents de Jean descendaient des fois des radeaux qui étaient pas commandés, ils les laissaient. Et puis d'autres fois, c'est marqué dans le carnet, tout vendu. Tout va. Donc ça veut dire que... Et là, il avait peut-être même pas de commande, mais en arrivant au port où il avait laissé, à Il a Pertuis, trouvé. il y avait son client qui avait tout pris. Et toi, donc, tu dis aujourd'hui, bon, encore un petit peu, et puis je les laisse faire. Tu arriveras vraiment à décrocher.
Ben, j'espère. Non, parce que, j'ai beaucoup de chance d'avoir ma moitié qui fait tout le secrétariat. Et il y a énormément de courriers, de choses à faire. Et si je l'avais pas sur place, je tiendrais pas, hein. Parce que je pense que l'idée de tout ce qu'il faut mettre dans les dossiers, ça va, mais Après, la il faut le faire. compétence, après, pour le rédiger vraiment, il faut quelqu'un qui est un peu rodé, quoi. Encore un prof, écrire, ça lui pose pas de problème. Oui, mais il y a des tournures qu'il faut savoir employer qui sont beaucoup plus efficaces. Mais elle est forcément aussi un peu passionnée par le sujet, alors. Elle fait pas ça juste. Non, mais elle le fait aussi un peu passer pour moi. Mais bon, depuis, elle a dû Oui, connaître oui, plein de oui, choses oui, sur les ben, radeaux. Ouais. puis bon, elle suit régulièrement. Quand on peut aller aux rencontres internationales, on y va, c'est vrai. Parce que justement, c'est un aspect intéressant. Le montagnard qui vit aujourd'hui à Cros, à l'occasion de circuler un peu, je dis pas dans le monde entier, mais beaucoup à l'étranger, parce que la tradition des radeaux, c'est pas seulement la France, quoi. Voilà, c'est ça. Tout ce qui partout où il y a des montagnes, en gros, Il y a du flottage. il y a du flottage. Et comment ça se passe à l'étranger? Il y a des contacts, il y a. Ben, on a une chance énorme, c'est qu'on a une association internationale qui va du Canada jusque, Oui. voilà. Donc tous les pays de l'Est, les pays du Nord, avec chacun des spécificités. Donc ça donne l'occasion de voyager un peu, ça. Ça donne l'occasion, oui, quand on a le temps et qu'on n'a pas les descentes en même temps, d'aller un peu les voir. Mais quand on se rencontre, on s'était rencontrés en Catalogne, je me rappelle plus trop l'année, on était quand même 600 râteliers. Ah oui, Voilà. on n'imagine pas quand même. Voilà. C'est- Donc il y avait des gens de partout. Ici, quand il y avait eu en 98 le rassemblement international, il y avait des Canadiens. Après, il y a les pays d'Allemagne, tous les pays, Bah, voilà, tous qui les sont. pays alpins, c'est. Oui, Autriche. Mais là, on avait il a arrêté de flotter au niveau professionnel entre le Monténégro et la Serbie. On a un ancien professionnel qui, lui, s'est inscrit en tant qu'association de râteliers. Il était tout seul ou presque. Et il a transformé, alors lui maintenant, au lieu de descendre du bois pour descendre du bois, il a construit des radeaux et il descend des touristes. Voilà. Voilà. Et pas sur des radeaux en plastique, là. Ah non, non, des vrais radeaux. Et il descend ses touristes et il a, le long des gorges, je me rappelle plus du nom de la rivière. Et sur cette rivière, il a installé des camps de base. Ah Et ouais. le long, ils mettent plusieurs jours pour descendre sa rivière, donc ils font des pauses dans ces gîtes à lui. J'imagine quelques professionnels d'eau vive ici qui ça pourrait les tenter, ça aussi. Mais la Je rivière est je peut-être sais un peu pas, plus la difficile. rivière, elle est quand même difficile. Et puis, bon, il faudrait quand même qu'ils aient du monde pour les monter régulièrement. Parce que vers Munich, en Allemagne, ils flottent. Et ils font flotter des radeaux avec des touristes dessus. Mais c'est vraiment de l'industrie. Ils ont un stock de radeaux avec une zone de montage, mais ils montent avec des câbles, c'est beaucoup plus vite. Oui, oui, parce que, bon, vous, râtelier de la Durance, il y a un peu des câbles cachés, mais il y a quand même On la a un vraie peu des fabrication. cordes, nous c'est la vraie fabrication. Bon, on a simplifié un peu et puis on a augmenté la sécurité en mettant, puis on gagne la moitié du temps en lien, parce en ayant mis nos cordes transversalement, puis avec des cordes statiques, on est sûr de. Encore Mais nos que- liens ne bougent pas, hein, de Ouais. toute façon. Les liens bougent pas, mais des fois la rivière gagne. La rivière, oui, oui, ben ça. De toute façon, c'est elle qui a toujours la solution. Et justement, c'était pareil quand tu as découvert et pratiqué la montagne, c'est quand même la nature qui a le dernier mot partout. Oui, ouais, ouais. Malheureusement, oui, des fois. Pourquoi malheureusement? Après, j'ai des copains qui sont restés, quoi. Mais la montagne, il y a des jours où ça passe pas. Voilà, c'est tout. Et ça rend un peu modeste. Très modeste, très modeste. Puis j'ai eu la chance, moi, de grimper avec des professionnels qui nous ont amenés à découvrir la montagne, mais à y gagner en autonomie, à devenir autonome en montagne. C'était leur but. Ouais, les gens du CAF, Ben, pas après, des forcément. guides de Valouise. Des guides de la Valoise. Oui. Les Alphans, avec qui on a beaucoup grimpé. Ils nous ont appris, Mémé nous a appris vraiment les choses.
Ouais, parce que c'était pas j'ai un client, je le garde Non, et non, puis non, mais c'est eux, ce qu'ils voulaient, c'est qu'on arrive à devenir autonome. et ça a marché. Et ça a marché, oui. Mais c'était Mais le pas à leur niveau. Mais ouais, non, mais chacun après, il agit faut à son savoir se niveau. limiter avec ce qu'on peut faire. Mais Et aujourd'hui, la montagne qui évolue, la pratique de la montagne qui évolue, tu vois ça comment? Parce que ça va de plus en plus vers un côté ou sportif ou médiatique. oui, ben, le médiatique m'intéresse pas du tout. Voilà, donc ça c'est rangé. Ça, c'est rangé. Après, je reconnais que faire ce qu'ils font, c'est faramineux, mais c'est à un autre niveau. Je pense qu'il faut pas que les gens voient la montagne comme ça, parce que ils y arriveront jamais. La majorité. Mm. Et je me demande si on n'a pas actuellement des gens qui partent. Quand on voit le nombre d'accidents qu'il y a pour pas dans des choses pas très difficiles, je me demande si certains manquent pas un peu de formation. Mais c'est ce que disait un petit peu Hugues Chardonnay dans notre précédente émission, où il disait il y a un obstacle pour la pratique de la montagne, notamment pour des gens défavorisés, c'est que la montagne, c'est à la fois réputé pour être cher et dangereux. Et puis quand on voit les exploits qui sont réalisés, on a tendance à se dire c'est pas pour nous. Donc la montagne globalement c'est pas pour nous, alors que Je il y pense a de que la place si, pour tout le il y a monde. de la place pour tout le monde. Mais il faut voir que les courses qu'on faisait il y a encore 20 ans, elles sont peut-être plus faisables. On allait faire les écrins couramment, on les faisait 2, 3 fois dans la saison au moins, ou Mm. plus. Mais maintenant, moi, je sais pas, mais quand on entend les guides qui disent qu'il faut les faire très tôt en saison, et puis après on n'y va plus parce que c'est mauvais, Oui, ça réduit. ils réduisent eux aussi. Donc si eux réduisent, je pense qu'il y a quand même des raisons. Hein. Puis il y a des courses qu'on faisait, je sais pas moi, on prend, il y avait la bosse de glace du Sirac, il y en a plus. Oui, Le glacier des Oupillous, il y en a plus. Donc mais même sur des courses ou des randonnées glaciaires comme le Giobernais, oui, aujourd'hui c'est des cailloux, oui, quoi. oui, c'est plus que ça. Je trouve que il y a eu un changement et je sais pas si ça permet encore aux communs des mortels non encadrés, non formés, enfin non formés non, mais pas trop encadrés, et je pense que ça devient difficile. Quoi. Alors si on reste un peu dans les anecdotes, quelques anecdotes, une- un beau souvenir de montagne. Le plus beau souvenir de montagne, même si c'est difficile. Allez, soyons fous. Moi, je pense que c'est ma première course en haute montagne, les C'était Rouilles. Voilà. Partir de nuit du pigeonnier et puis faire cette course et se retrouver là au lever du soleil. Mais la même chose que quand on fait la traversée du Pelvoux, la même chose que quand on fait les écrins et qu'on arrive sous Caron, parce que nous on partait toujours du glacier blanc. Quand on arrive à Caron et que le soleil se lève, que la montagne devient toute rouge, je sais pas, c'est des choses. c'est magique. Pareil, la Meige orientale, pareil, c'est quand on arrive à l'Aigle, puis on dit, oh, on va peut-être pas s'arrêter là, quoi. Ouais. On pousse un peu. On pousse un peu, mais je sais pas, moi j'ai des images, je crois que c'est à vie, hein, mais Chaillol le vieux gamin, c'est pareil. Oui, ça compte encore plus quoi, avec l'âge. Oui, je sais pas, c'est différent, mais Et le pire souvenir de montagne, ah ben celui-là, c'est le décès de mes copains, mais c'est autre chose. c'est autre chose. Ça Euh, c'est un truc. J'ai rangé tout mon matériel, hein. ah, Puis bon, je l'ai ressorti. ah oui, la montagne est plus forte. Ouais. Alors, dans les souvenirs, le meilleur souvenir de prof. La réussite de mes élèves. Avoir des élèves qui étaient en grande difficulté et qui sortent à la fin avec un diplôme. Et puis qui réussissent. Et en plus, le plus merveilleux, c'est voir que quelques années d'après, ils ont leur entreprise et savent la faire tourner. Ça, je crois que c'est. Alors que c'est des gamins, tout le monde nous avait dit, ils feront jamais rien, quoi. Et parallèlement, le pire, le moins bon des souvenirs de prof. Certaines rencontres avec certains problèmes avec l'administration ou avec certains parents. Oui, Ah oui, parents aussi. oui, oui, les parents aussi. C'est pas que Non, l'administration. non, non. L'administration, ça se réglait encore. Mais les parents, c'était. Par exemple, parce qu'on n'imagine pas,
si on se décarcasse pour les gamins. Ben, recevoir des courriers dans lesquels on se faisait engueuler parce qu'on faisait trop travailler les élèves, quoi. Oui, d'accord, bon. On les conserve, mais insulter, vraiment. Allez, sur les râteliers, le meilleur souvenir de râtelier. Les arrivées, quand il y a des... Oui. Même cette année, le jour où ils sont arrivés, et que, bon, il y en a qui étaient vraiment déçus et tout. Et puis, cette ambiance qui fait que les gens se retrouvent entre eux, se soulagent, se maintiennent. Pareil, comme quand on s'est planté au Pont-Neuf l'autre année aussi. Après, qu'il y en avait deux qui chialaient dans mes bras, quoi. Mais c'est un bon souvenir, parce que il y a cette amitié, quand même. Oui, puis de voir le public à l'arrivée en bas, Oui, c'est... oui, puis le public qui... pareil, quand on avait descendu de 23 mètres, le radeau qui arrive en travers sous le Pont-Neuf, un silence de mort sur le pont, hein, et le radeau qui s'est remis dans l'axe et qui est passé, et là, entendre des explosions de joie des gens, quoi, ça, c'est aussi des choses qui marquent vraiment. Et le moins bon souvenir alors des radeaux. Je savais pas dire le pire, mais le moins bon. Bon, bah, quand il y a un peu des problèmes, des fois ça arrive. Le problème. Des remarques désobligeantes. Oui, c'est plutôt sur l'environnement plutôt que sur l'eau, quoi. Oui. Non, mais quand il arrive un petit problème, ben, c'est qu'il y a une erreur humaine. Ouais. Et puis après, Et faut le régler. la rivière, elle a toujours raison. Ouais. Elle cherche, elle a tous les pièges qui sont Ouais. nécessaires. Mais les relations humaines, c'est plus compliqué, quoi. C'est plus compliqué des fois, oui. Ou des réactions de certains, mais après qui regrettent, puis c'est tous des gens qui ont du caractère. Hein. Ah bah, il faut du caractère pour ce Du genre de caractère, pratique. donc. Bon, avant de conclure, moi, j'aime bien poser une question qui n'est pas une question, c'est-à-dire te demander de répondre à une question justement que je n'ai pas posée et que tu aurais aimé que je te pose sur le thème qui te va. Ben, je te poserai peut-être une question à toi, parce que c'est peut-être vicieux de retourner. Ah non, c'est une conversation, hein. Tout ce que tu as comme passion pour nous faire des reportages dans lesquels on a autant de sensibilité, autant de professionnalisme, mais qui ne se voit pas parce que tout passe en douceur, et tu nous amènes finalement des fois à lâcher le morceau sur des choses qu'on n'aurait peut-être pas eu envie de faire ou de dire. Ah, ben, j'ai bien fait de venir alors. Ben, quand on rencontre des gens passionnés, je vais dire que c'est facile. Il y a des reportages qui peuvent être difficiles, mais quand on rencontre des gens qui sont passionnés, qui ont envie de partager, ben, ça coule tout seul, quoi. Est-ce que la réponse te Oui, convient? oui, oui. C'est difficile mais je dis, il y a des choses qu'on apprécie énormément. Enfin, personnellement, moi je trouve que quand on a un contact humain aussi important que ça, et puis la réalité, les choses, Et puis, arriver à se glisser sans rien perturber du déroulement, presque en étant invisible et en faisant vraiment des choses. ben, moi je vais te dire que étant invisible dans la descente des râteliers, j'avais juste posé une caméra. Et oui, Et mais par contre, tes camarades ont réussi à sauver la caméra quand... ouais, bah, donc bon, c'était fort comme moment. Et l'année prochaine, on garde quelques idées un petit peu originales parce que bon, je serai là ouais. quand on descendra. Ouais. J'allais dire on descendra. Moi, Oui. je ne vais pas être sur le radeau, mais C'est quand même une quelque part, participation. quelque part, je T'es serai présent avec tout le vous. long. Voilà. Voilà, bon, ben là, c'est vraiment le temps de conclure. Donc, en posant une question au prochain invité. Alors, c'est marrant de dire invité parce que je suis toujours invité chez les gens. Mais bon, c'est à mon prochain invité ou à la prochaine personne qui va me recevoir. On ne sait pas qui c'est, ni toi, ni moi. Qu'est-ce que tu auras envie de lui demander? Alors, en regardant bien, droit dans les yeux, on s'adresse à cette personne. Je te connais pas, ou je ne te connais pas. Un ou une ou un, plutôt. Et quelles sont tes passions? Qu'est-ce qui t'anime?
Et qu'est-ce que la vie, tu espères qu'elle va pouvoir te donner et pour tous ceux qui l'entourent? Est-ce que cette passion va te conduire à les aider, à mieux les connaître, puis à te faire connaître tout en étant un peu caché? Ouais, là aussi, c'est un gros sujet de dissertation. On fera ça sous forme de rencontres personnelles et de dialogue. Je transmettrai donc cette question, de même que je transmettrai la réponse à ta Oui, question à Hugues voilà. qui l'avait posée, parce que bon, l'un après l'autre, bon, bah, moi je me rends compte que tous les gens que je rencontre sont des passionnés, ont une vie complète de passions très diverses, mais c'est ça aussi qui fait que c'est intéressant de discuter avec les gens, et ça répond un peu à ta question de tout à l'heure, pourquoi je fais tout ça? Bah, parce que j'aime bien rencontrer les gens qui ont des passions et qui ont des envies de partage. Merci. Eh ben, merci Jean-Marie et à l'année prochaine. Oui.